Bonjour, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Je pense que oui. Top, super. Eh bien, écoutez, je vous propose de commencer ce webinaire, comment mettre en œuvre l'INS dans les structures médico-sociales. Heu, donc là, normalement, vous voyez mon écran. Tout d'abord, je me présente, Gopuz Andirin, je suis chef de projet Ségur, INF, chez TESI. Peut-être que Pauline, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, Pauline Lambert, chef de projet ESMS numérique au GCS Thesis. Et Stéphane qui est dans l'audience. Et Stéphane Depeut, donc je suis responsable de l'équipe médico-sociale au GCS TESIS. Eh bien, merci. Donc, le webinaire d'aujourd'hui est consacré à l'INS et comment le mettre en œuvre. Il va se dérouler en plusieurs parties. Je vais vous expliquer un petit peu de quoi on parle quand on parle de l'identité-vigilance et de l'INS et aussi comment, concrètement le mettre en œuvre dans une structure et après il y aura, bien une session de questions d'échange de questions-réponses et on a aussi une deuxième partie consacré à des retours d'expérience, terrain, concrets sur voilà qu'est-ce que ça a changé l'INS dans mon organisation? Quelles difficultés ça a soulevé? Comment je les ai levées? Du coup, je vous propose propose de commencer tout de suite. Pour commencer, en guise d'introduction, j'ai même parlé de cet exemple. Alors, c'est là, on voit une mère et sa fille. C'est une affaire qui date de 2015, qui a été jugée au tribunal correctionnel de Grasse en 2015. En fait, là, il cette la fille qui est à droite, elle a subi un certain nombre de moqueries, quand elle a grandi, quand elle était au collège, en lui disant que ses parents, enfin, elle ressemblait pas à ses parents et elle a décidé, un jour de faire un test de paternité et il s'est avéré que cette femme, en fait, bah, son père n'était pas son père et en remontant aux sources, ils se sont rendus compte que en fait, quand elle est née, elle a été placée dans une, heu, voilà, dans une couveuse, hein, et en fait, elle était avec un autre bébé qui avait, la jaunisse et en fait, les bébés n'avaient pas de bracelet d'identification et en fait, ils ont été échangés. Les bébés ont été échangés et du coup, cette femme a porté plainte. Elle a porté plainte contre la clinique et elle a gagné. Donc ça, c'est une affaire, concrète qui a été jugée en 2015 et j'aime bien commencer par cet exemple parce que ça indique comment l'identification des patients est très importante et l'impact que ça peut avoir, sur la vie d'une personne. Hem, je vais commencer par vous parler de l'identifiovigilance et un peu de d'où ça vient cette notion. Déjà, de quoi on parle? On parle, évidemment de bien identifier un patient, heu, c'est un facteur clé. Ça permet, d'accéder, aux informations du bon patient, d'être sûr qu'on accède aux informations du bon patient et ça va permettre aux autres professionnels de santé d'être sûrs qu'ils accèdent aux données de santé du patient qu'on recherche. Heu, quand on parle d'identitovigilance, en fait, on parle d'une organisation. J'aime bien cet exemple qui est tiré d'une affiche du centre hospitalier d'Ajaccio parce que on voit une route et on voit que ce patient a la mission, on va lui demander son identité, on va lui demander sa carte d'identité, mais en fait, ça ne ça s on son identité, on va lui demander tout le long de son parcours, au niveau de l'hospitalisation, à son lit, on va lui demander: «Comment vous appelez?» «Avant l'opération, est-ce que vous êtes bien tel?» et ainsi de suite, tout le long de son parcours. En fait, c'est bien ça l'identitovigilance, c'est comment on intègre dans le parcours l'identification des patients et hem et donc l'identitovigilance, c'est un sujet dont on entend parler depuis presque 20 ans maintenant et c'est tiré d'une recommandation de l'OMS qui indique, voilà que l'identification des patients, c'est très important. C'est environ une erreur sur 10 dans le monde, erreur, médicale et donc c'est un sujet qu'il faut prendre très au sérieux.
Et donc suite à ces recommandations, en 2014, la HAS a décidé de prendre le sujet au sérieux et de normer ce sujet. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que donc l'identité-vigilance, c'est un sujet qui a émergé, mais chaque structure, chaque établissement, l'appliquait en fait un peu à sa manière avec des règles qui n'étaient pas, homogènes. Suite à ça, le temps a passé et en 2018, il y a cet organisme, le 3RIV, le réseau des référents régionaux d'identité-vigilance, qui a travaillé avec les régions, qui a travaillé avec nous, TESIS, pour définir un cadre réglementaire sur l'identité-vigilance. On est tiré ce qu'on appelle le RNIV, le référentiel national d'identité-vigilance, et de ce référentiel, qui est un ensemble de normes et de pratiques sur l'identité-vigilance qui serait commune, qui serait nationale, en a été tiré l'INS, l'identité nationale de santé, dont on va revenir, plus tard. Donc quand on parle d'identité-vigilance, il y a 2 aspects sur l'identité-vigilance. Ce qu'on appelle, l'identification primaire, c'est-à-dire c'est à l'admission, à l'enregistrement d'un patient, d'un usager dans le système d'information. Premièrement, avant de créer une nouvelle identité numérique, on va regarder si ce patient n'existe pas pour pas faire de doublons. Sinon, s'il n'existe pas, on va lui créer une identité numérique et à cette identité numérique, on va lui attribuer un statut de confiance. C'est-à-dire, est-ce que cette identité, elle est, fiable, elle est pas fiable? Est-ce qu'elle est plutôt provisoire ou est-ce qu'elle a été validée avec une pièce d'identité? Donc ça, c'était l'identification primaire et c'est l'objet de ce webinaire qui va se concrétiser avec l'INS. Ensuite, il y a l'identification secondaire et ça, c'est ce que j'ai appelé ici les contrôles systématiques tout le long du parcours, comme on l'a vu sur la fiche de tout à l'heure. Ça va être, une barrière, préventive ou à des effets indésirables et c'est tout simplement demander, tout le long du parcours l'identité du patient. Vous êtes bien monsieur ou madame untel, vous venez pour tel examen et cetera. Donc ça, c'est l'identification, secondaire. Donc ce référentiel national d'identité-vigilance, le RNIV, il s'applique, à tous les professionnels de santé, aux éditeurs, aux industriels, qui développent les solutions et aux patients et il est opposable à chacun de ces acteurs. Il est composé de 6 volets, donc il y a un volet avec des principes communs et puis après il y a des volets spécifiques, soit en établissement, de santé ou plutôt en ville ou plutôt pour d'autres types de structures. Donc il y a une première version qui a été publiée donc en 2018 et là, il y a une nouvelle version qui va sortir cette année, qui va être publiée cette année, courant 2024, avec des ajouts pour prendre en compte des évolutions réglementaires, mais aussi des évolutions, de logiciels, de nouvelles applications qui vont sortir. Donc voilà, il est en cours de préparation et de publication. Donc comme je vous ai dit, ce RNIV, il a permis de poser les bases, avoir les mêmes règles d'identité-vigilance et il a introduit, l'INS. L'INS, donc l'identité nationale de santé, heu, là, je vais faire la genèse de ce projet. En fait, tout part de la feuille de route Ma santé 2022 où, qui avait plusieurs ambitions. C'est-à-dire, l'ambition principale, c'était de permettre le partage fluide et sécurisé des données de santé aux professionnels de santé, donc entre professionnels de santé, en incluant le patient. Le patient ait accédé à ces données de santé à travers mon espace santé. Mais pour cela, il fallait que le patient soit bien identifié. Il fallait que le professionnel de santé soit lui-même authentifié pour des raisons médico-légales. C'est pour savoir que lorsqu'un un document est produit, pour savoir quel professionnel de santé l'a produit. Fournir des canaux de communication sécurisés et un espace de stockage sécurisé. Voilà, ça c'était les ambitions de la feuille de route. À ces ambitions, le contexte était remettre les citoyens acteurs de leur santé, fournir un cadre de travail amélioré pour les professionnels de santé, permettre le partage de données de santé et donc à cette feuille de route a été adossé des financements, 2 milliards d'euros, dont 600 millions d'euros pour le médico-social. Donc cette feuille de route, je vous l'ai dit, il y a eu 4 briques. La brique authentification des professionnels de santé, c'est, pour Santé Connect, la ICPS, la CPS.
l'enrôlement dans le RP++, mon espace santé qui est la partie documentaire la partie documentaire que le DMP et les échanges sécurisés via la MSS et l'identification unique des patients qui est l'INS. Donc ça, c'était la précédente feuille de route et dans la nouvelle feuille de route du numérique en santé qui couvre de 2023 à 2027, l'INS est une base, est un socle qui permet le partage fluide et sécurisé des données de santé. Si on Donc là, on a vu l'identité-vigilance, on a vu la genèse, comment est arrivé l'INS et si on rentre sur les définitions de l'INS, voyez ça comme une capsule avec 6 informations. Ces informations, c'est le nom de naissance, tous les prénoms de naissance, le sexe, la date de naissance, le lieu de naissance tel que connu par l'INSEE et le matricule INS. Le matricule INS, c'est le NIR ou le NIA pour les étrangers. Mais le NIR, c'est tout simplement votre numéro de sécurité sociale. Et c'est cet ensemble-là qui est l'INS. Et c'est cet ensemble d'INS qui sera le même chez tous les professionnels de santé. Comme ça, on peut correctement identifier un patient et on est sûr qu'on parle de ce patient-là et pas d'un autre, pas d'un homonyme qui aurait un nom, prénom, une proche, mais qui ne serait pas le bon patient. Donc l'INS, si je prends l'exemple de cette patiente-là, qui s'appelle Anne-Marie Payette, avant l'INS, si son médecin a été connu comme Marie-Anne Payette, chez son radiologue Marie Payette, chez son infirmière de ville comme Marie Payette-Fontaine, donc avec 2 noms et à l'hôpital Anne-Marie Payette, parce qu'à l'hôpital, on a l'habitude de demander la pièce d'identité depuis de nombreuses années. Et du coup, avec l'INS et adossé avec une pièce d'identité de votre conscience, les passeports, la carte d'identité ou un titre de séjour valide, on aura la même identité chez tous ces professionnels de santé. Et pour cela, on ne peut pas s'appuyer sur la carte vitale. Les données de la carte vitale, c'est-à-dire celles qui sont dans la puce, elles sont fiables, elles viennent de l'assurance maladie. Par contre, on ne peut pas s'appuyer sur ce qui est sur la façade de la carte vitale. Parce que finalement, là, vous pouvez y mettre ce que vous voulez. Si vous avez plusieurs prénoms, vous pouvez en mettre qu'un seul. Si vous avez vous préférez mettre votre nom de jeune fille, vous mettez vos noms de jeune fille. Du coup, on peut pas s'appuyer sur la carte vitale. On ne peut pas s'appuyer non plus sur la photo parce que c'est pas un dispositif d'identification fiable. Donc, à retenir, l'INS, c'est des traits qui proviennent du téléservice INSI fourni par l'assurance maladie. C'est une base de données où il y a vos données telles que connues par l'état civil. C'est ce téléservice INSI, il est, heu, intégré à votre DUI. Vous l'appelez, il va vous retourner des traits et ces traits-là, vous les vérifiez avec une pièce d'identité et si ça concorde, on dit que l'INS qualifie. Et c'est vraiment le statut qui nous intéresse ici. C'est le plus haut niveau confiance quand on parle d'une identité numérique d'un patient. Il y a plusieurs types de statuts. Là, celle que je vous ai dit qui nous intéressait le plus, c'était l'identité qualifiée. Mais pour diverses raisons, par exemple, si l'usager n'a pas sa pièce d'identité, vous pouvez faire un appel au téléservice. À ce moment-là, vous aurez une identité récupérée. Elle restera dans ce statut tant que vous n'aurez pas vu une pièce d'identité. A contrario, si pour une raison ou pour une autre, vous n'avez pas accès au téléservice parce qu'il est en panne, par exemple, vous pouvez toujours enregistrer l'identité telle que telle que c'est écrit sur la pièce d'identité et vous ferez appel au téléservice quand il sera disponible. Donc à ce moment-là, on aura une identité validée. Une identité provisoire, c'est l'identité qu'on ne souhaite pas pour ceux qui sont connus de l'assurance maladie. C'est pour ceux plutôt des touristes de passage ou voilà, des personnes qui sont pas connus de l'assurance maladie, qui ne sont pas des assurés. Donc voilà, ça c'était pour une définition de l'INS, plutôt globale. Si on parle de la procédure pour mettre en œuvre l'INS, elle est très simple. La patiente, là ici j'ai pris une patiente, l'usager se présente, elle arrive avec sa carte vitale dans une main, avec sa pièce d'identité dans l'autre main, elle présente les 2. La carte vitale, en fait, on va l'insérer dans un lecteur de carte vitale et ça va permettre d'interroger le téléservice INSI. Le téléservice INSI va nous renvoyer les données, de l'état civil. Il n'y a plus qu'à les comparer avec une pièce d'identité et si tout
si tout correspond, alors on peut qualifier l'identité et là, on est dans un statut d'identité qui est le plus haut possible. Évidemment, cette opération, on l'a fait la première fois et après il y a plus besoin de la refaire. Mais alors vous pouvez me poser la question, mais qu'est-ce qui se passe s'il y a une discordance? C'est-à-dire que s'il y a une différence, vous constatez une différence entre la pièce d'identité et ce que vous retourne le téléservice INS. Alors là, il y a plusieurs, cas de figure. Mais globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que il faut se poser la question, c'est si je qualifie ce patient, est-ce qu'il y a un risque que je le confonde avec un autre patient? C'est-à-dire qu'il faut penser que l'on va partager des données de santé à d'autres professionnels de santé. Est-ce que je vais envoyer, par exemple, un compte rendu, sur le dossier patient, sur un autre patient? Et là, ça peut être très grave parce que, voilà, il va être lu par d'autres professionnels de santé, on va pas savoir si on parle du bon patient, on va pouvoir faire des prescriptions qui ne concernent pas ce patient, enfin bref, il peut y avoir beaucoup d'événements indésirables. Donc c'est vraiment cette question qu'il faut se poser. Si j'ai vraiment un doute sur l'identité que je vais qualifier, alors ne vaut mieux pas, qualifier l'INS et la laisser dans ce statut, validé ou récupéré, enfin provisoire, mais surtout pas de qualifier. C'est vraiment cette question qu'il faut se poser à chaque fois. Ceci dit, l'INS accepte certaines, discordances. Voilà, je ne suis pas rentré dans le détail, mais par exemple, si, vous avez un tiret qui manque au niveau du second prénom, voilà, ça fait des discordances qui sont acceptables aussi, un accent qui manque sur le troisième prénom, ça c'est acceptable. Par contre, si vous avez une faute dans le nom de famille ou dans le prénom, ou que la date de naissance ne correspond pas, alors à ce moment-là, il ne faut pas qualifier. Il y a plusieurs cas de figure aussi. Si il y a une discordance constatée sur la pièce d'identité, à ce moment-là, il faut renvoyer l'usager vers, l'état civil, donc à la mairie, pour faire corriger cette pièce d'identité. Parce que tant que ce ne sera pas fait, on ne pourra pas qualifier cet usager. Et par contre, s'il y a une discordance sur le retour du téléservice, c'est-à-dire que sur la base de données qui vient de l'état civil, s'il y a une erreur, il faut aller sur le site de l'INSEE et faire une demande de correction. C'est assez simple, là j'ai remis, la procédure. Il y a un formulaire à remplir et au bout d'environ 2-3 mois, la correction sera, poussée vers la base de données et à ce moment-là, ce sera possible de qualifier. Donc il faut bien se rappeler pourquoi on fait tout ça. L'idée, c'est de permettre le partage, fluide et sécurisé des données de santé. Une fois la qualification d'INS, on va pouvoir pousser le document vers le DMP. Il pourra lui-même y accéder à travers Mon espace santé. Les professionnels de santé, eux, y accéderont, à travers le DMP et ça va permettre aussi de faire des échanges via la messagerie sécurisée de santé. On peut se poser aussi la question, toujours vis-à-vis du patient, c'est est-ce qu'il faut demander son consentement pour pouvoir requêter une base d'identité? Non, pour requêter sur le téléservice INSI, il n'y a pas besoin de demander le consentement du patient. En revanche, sur Mon espace santé, pour un document, il faut recueillir, enfin pour le nom, pour informer le patient qu'il y a un document qui va être envoyé vers son espace santé. Donc voilà pour la genèse, du projet, INS. Mmh, Si jamais vous avez des questions, encore des interrogations et notamment, vis-à-vis des usagers, nous chez Thesis, on a créé certains supports de communication pour vous aider justement à répondre à ces questions. Donc ces supports, Heu ils ont ce format-là, donc des affiches type A4, A5 pour, ça c'est la question qu'on pose souvent, c'est: «Qu'est-ce que je fais si un usager me demande pourquoi on doit présenter une pièce d'identité alors que historiquement on la demandait pas?» Voilà, donc il y a cette affiche-là, où on explique pourquoi on demande la pièce d'identité et quels sont les enjeux. On a aussi créé, un flyer qui explique aux patients très clairement, mais quels sont les pourquoi on demande une pièce d'identité, quels sont les enjeux, quelles pièces d'identité, sont acceptées. Donc voilà, ça c'est des flyers qu'on a, à disposition à imprimer. On les a aussi sur notre site internet que vous pouvez télécharger et les afficher.
Et donc vous pouvez aussi vous poser la question, de l'organisation de l'hypnovigilance et de l'INS, au sein de ma structure. Comment finalement quelles sont les étapes pour, arriver à mettre en place, ce nouveau dispositif dans ma structure? Il y a 3 grandes étapes. C'est plutôt, un plan de mise en œuvre générique. Hem et après il faut l'adapter évidemment à la structure. Déjà, la première chose, c'est d'impliquer c'est la quelque chose qui implique la direction, c'est inclure l'identité de vigilance dans la stratégie globale de la structure. C'est, identifier un référent au sein de la structure qui va s'occuper des sujets d'identité de vigilance et de la mise en œuvre de l'INS. Une fois cette 1re partie de stratégie réalisée, il s'agit de s'occuper du volet SI. Donc c'est plutôt avec un responsable SI informatique, faire un état des lieux, voir, quels seront les logiciels, applications qui seront impactés par l'INS et comment répondre à ces besoins, de mise en œuvre de l'INS. C'est plutôt, le référent identito-vigilance et le responsable équipe. Et puis ensuite, on arrive sur une dernière phase de mise en pratique, c'est de rédiger une charte d'identité-vigilance, de sensibiliser, les professionnels de santé, les personnes qui vont enregistrer ou, modifier des identités numériques à l'INS. Et puis après, il y a une phase, alors c'est plutôt pour les grosses structures, mais piloter la mise en œuvre de l'identité-vigilance et la gestion des risques, voilà. Si j'ai un effet indésirable, qu'est-ce que je fais? À qui je le remonte? Où est-ce qu'il est tracé? Et qui est responsable? Donc voilà, ça c'est les 3 grandes étapes, de mise en œuvre de l'identité-vigilance. Si vous souhaitez des supports de formation, n'hésitez pas à revenir, vers moi ou Pauline, je pourrais vous les transmettre. Pour vous aider à mettre en œuvre, l'identité-vigilance dans votre structure, le national a créé un questionnaire d'auto-évaluation sur l'identité-vigilance. Donc c'est une série de questions à répondre, qui reprend en fait les grandes étapes que je vous ai présentées, précédemment. Et après, qui va vous construire un peu votre maturité au niveau de l'identité-vigilance et en fait, ça vous donne j'aime bien ce document parce qu'il vous donne un peu les étapes à suivre et ça peut vous permettre de vous juger sur ce que les efforts que vous voulez mettre pour mettre en œuvre l'INS. Donc n'hésitez pas à le consulter, je l'ai mis là, en lien. Hem, J'arrive, à la fin de ma présentation. En tout cas, je voulais vous redire, si jamais vous avez une question, au sujet de l'identité-vigilance ou sur l'INS, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez aussi contacter notre référent identité-vigilance, chez Tesi, ou écrire à l'adresse mail contact-identito@tesis.re. Je te rends la main, peut-être, Pauline. Merci beaucoup, Gopu. Je t'en Du prie. coup, vous avez normalement, la possibilité de passer par l'onglet Q&R pour, poser vos questions suite à la présentation, de Gopu. On va passer maintenant au retour d'expérience. Alors, on est accompagné aujourd'hui, de 2 structures qui ont participé à ESMS numérique et qui ont atteint les indicateurs d'usage, donc du coup qui ont validé, toute la partie, concernant, la qualification de l'INS et ils sont là du coup pour partager cette expérience. Donc merci au CESAP Réunion. Donc aujourd'hui, nous avons, madame Lagourgue, qui est la directrice, générale et qui est accompagnée de madame Louise et de monsieur Maillot, et de, Rudy Damour qui, du coup, fait partie de l'association Biotope Grand'Anse. Je vais vous passer la main. On commence peut-être par, le CESAP Réunion. Est-ce que vous pouvez présenter votre structure? Ah oui, bien sûr. Bonjour à tous. CESAP Réunion est une structure en fait de services d'aide et d'accompagnement à domicile qui a été fondée en 2013. Nous sommes agréés qualité et autorisés depuis 2020. Je suis à l'initiative donc de cette création, parce que je viens du monde paramédical, je suis infirmière libérale depuis un certain nombre d'années aujourd'hui.
Nous intervenons en tant que prestataire sur la zone nord et est de l'île, essentiellement sur du public vulnérable et fragile, personnes âgées en situation de dépendance et personnes en situation de handicap. En parallèle, nous avons donc une convention avec la CAF qui nous permet d'intervenir auprès de familles en situation précaire, en situation de difficulté sociale. Nous avons à ce jour un effectif de 94 collaborateurs, 80 intervenants à domicile et une équipe administrative composée d'une responsable de ressources humaines qui est Madame Louise à côté de moi, une assistante de ressources humaines, 4 responsables de secteur et chargés de suivi qualité et une CESF, une TISF. Voilà, donc nous avons fait partie d'un groupe de 5 structures pilotes à l'initiative de la télégestion et la télétransmission qui ont été choisies par le département. Et dans le cadre de la loi Ségur de la santé, nous avons intégré donc une grappe en fin 2022. Donc pareil avec 5 autres structures et nous avons signé donc une convention dans le cadre du programme CMS numérique avec l'ARS. Voilà un peu pour la présentation. Merci beaucoup. Rudy, je vous laisse la main pour la présentation de l'association Biotop. Donc, bonjour à tous. Donc, l'association Biotop est une association, un organisme gestionnaire d'établissements médico-sociaux, notamment de 2 établissements médico-sociaux et d'une entreprise adaptée. Donc, les deux établissements sont un ESAT, donc établissement qui œuvre essentiellement pour l'insertion professionnelle de personnes en situation de handicap, notamment des adultes, et le foyer d'accueil qui accueille aussi des adultes en situation de handicap, mais là, l'émission est plus autour de l'inclusion sociale, l'accompagnement socio-éducatif et permettre aussi aux familles d'avoir des temps de repos sur les temps de journée notamment. Donc voilà, l'association Biotop est gérée par Monsieur Mao, donc directeur général de l'association. L'entreprise adaptée gère aussi notamment une cuisine centrale et nous gérons aussi un atelier de conditionnement de fruits et de légumes. Donc, la différence entre l'entreprise adaptée et les établissements médico-sociaux, c'est que les personnes qui sont accueillies au sein des établissements médico-sociaux ont un statut de personnes accueillies concernant l'entreprise adaptée, là, on est sur des salariés voilà, des salariés, hein, c'est pas le même statut. Donc voilà, nous sommes aussi, entrés dans le SMS numérique à travers l'appel à projet 2, hein, qui a commencé en 2021, il me semble, hein, de mémoire. Donc voilà, donc nous, on est en bout de course de ce projet-là et nous sommes dans la mise en œuvre de tous ces services au bénéfice de notre public. Merci beaucoup. Du coup, on va passer sur le format un peu question. Que change l'identité nationale de santé pour l'usager au sein de vos structures et quel intérêt vous y voyez? On commence peut-être par le CESAP? Oui, tout à fait. Alors, l'intérêt, c'est d'avoir bien évidemment, enfin, éviter les événements indésirables liés aux erreurs en fait d'identification. Faciliter en fait les échanges en fait de données de santé entre les différents acteurs qui sont concernés par la prise en charge en fait du patient toujours. Et puis une fluidité de transmission en fait de données toujours dans l'intérêt de la prise en charge du patient. Rudy? Donc, De nous votre côté? sommes sur les mêmes volets, hein, donc la sécurisation, hein, des échanges de données, notamment aussi le bon repérage des personnes par rapport, notamment, si je peux donner cet exemple-là, les orientations MDPH. Hein, ça nous permet d'être sûr que ce soit les bonnes personnes qui sont orientées et bien entendu, donc, de sécuriser les échanges d'informations et de données entre établissements ou entre différentes institutions.
On va rentrer dans les modalités, donc comprendre un petit peu comment vous avez fait pour qualifier les INS au sein de vos structures. Comment vous vous y êtes pris côté CESAP? Alors, tout d'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, intégrer la grappe. Il fallait aussi s'équiper parce que l'obligation première, c'est d'avoir un DUI, un dossier usager en fait informatisé. Il fallait trouver aussi l'éditeur aussi habilité avec les logiciels métiers, donc faire toutes ces acquisitions, tous ces investissements. Ensuite, signer cette convention qui était pour nous très, très importante avec l'ARS parce qu'elle nous permettait de nous aider au financement. Donc, au démarrage, ça n'a pas été assez facile. Si je disais le contraire, ce serait vraiment faux parce que ça a représenté quand même une charge de travail assez conséquente pour toute l'équipe. Donc, nous avons dû investir non seulement donc, dans le matériel, mais également donc, dans les embauches. Donc, nous avons embauché des assistants techniques donc, pour venir en aide aux responsables donc, de secteur. Nous avons dû les former parce qu'il fallait résorber donc, le volume en fait, de bénéficiaires que nous avions en fait, déjà et qui n'avaient pas d'INS qualifié, donc et qui représentaient des centaines de bénéficiaires. Donc voilà, investissement, formation, investissement donc en temps, en énergie de toute l'équipe. Et puis voilà, la volonté de tout le monde de bien faire. En plus, en fait, de l'INS, il fallait en parallèle rédiger aussi les projets personnalisés parce que la convention qui a été signée nous oblige également donc à justifier par des indicateurs mensuels de taux d'INS réalisés, de projets personnalisés déposés dans le DMP. Donc voilà, toute l'équipe s'y est mise. Ça a été assez conséquent au niveau travail. Mais nous avons mis en place en fait une organisation, c'est-à-dire que nous, on a en fait, on a réservé une journée par semaine, la journée qui nécessite pas trop en fait, de visites sur le terrain, de gestion de planning ou de paye. Et donc, tout le monde s'est un petit peu donné la main pour avancer en fait, dans le projet. Voilà, donc ça a été le travail de toute une équipe avec la direction compris. Je crois que c'était une organisation un peu différente du côté de Biotop. Oui, effectivement. Donc, pour pas revenir, effectivement, il fallait rentrer dans un certain cadre, notamment l'acquisition du DUI, rentrer dans le projet SMS, bénéficier de formation. Donc, je passe un peu ces détails, mais en termes d'organisation proprement dit, effectivement, nous, enfin, Biotop étant gestionnaire de deux structures médico-sociales, donc on a un volume pas très important de personnes qu'on accompagne. Euh, donc nous, on a fonctionné autrement. Essentiellement, une personne qui a été référent pour l'identification de ces identités et en sachant que, que ce soit sur les actes ou sur le foyer de vie, le turnover est très minime. Donc, les personnes qui sont sur l'établissement, quand ils rentrent dans l'établissement, ils restent là un certain temps et il y a très peu de mouvements au sein de ces établissements. Donc, ça facilite aussi le fait que une personne a été mandatée pour en fait qualifier l'ensemble des identités des personnes déjà présentes et deux autres personnes, notamment les secrétaires d'accueil, qui ont été mandatées et formées aussi pour qualifier les identités des personnes qui nouveaux entrants en fait. Donc voilà. Mais comme pour le SAP, ça a pris quand même, ça a demandé une certaine organisation, une certaine réflexion pour laisser du temps à la personne concernée pour identifier les identités.
apporter aussi des formations nécessaires pour que les choses soient faites correctement. Ça, c'est sur le temps dédié pour la qualification. Au-delà de ce temps concret, il y a eu aussi un travail pour réunir les documents, hein, comme c'était dit tout à l'heure, les pièces d'identité, la carte vitale, etc. S'assurer avant que la personne se mette derrière son ordinateur pour justement faire les identifications, de s'assurer qu'on a les documents nécessaires pour pouvoir le faire. Donc, c'est vrai que ça a été quand même un gros travail d'organisation et surtout de réflexion autour de la démarche à mettre en place pour arriver à qualifier l'ensemble des personnes qui sont accueillies au sein de l'association. Est-ce que Rudy, tu peux nous donner une idée de combien de temps ça vous a pris du côté de Biotop? Je crois que tu parlais de demi-journée, de la même manière que le CESAP, vous avez fonctionné en demi-journée qui était dédiée à la qualification de l'INS des personnes déjà accompagnées par Biotop. Combien de temps ça prend concrètement de valider l'INS? À Biotop, pour à peu près 120, 130 personnes, hein, accueillies, ça nous a pris facilement entre 5 et 6 demi-journées de travail, sans forcément compter le temps de travail qui a été fait pour justement recueillir les documents nécessaires. Parce que ça demande quand même une certaine concentration, une certaine vigilance, de vérifier à plusieurs fois les informations pour pas non plus qualifier des identités comme ça à la va-vite et faire des choses maladroitement, quoi. Merci pour ces précisions. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Gopu est passé en revue sur un certain nombre de modalités qui pourraient poser problème, mais concrètement, au sein de vos structures, côté CESAP, quelles sont les principales difficultés que vous avez rencontrées? Alors, le premier, je le disais tout à l'heure, c'était de pouvoir en fait résorber déjà le volume initial, hein, donc ce qui a représenté beaucoup de temps et d'investissement. Après, une fois que ce volume en fait a été résorbé, nous avons fait le choix de faire l'acquisition d'un logiciel qui nous permet de faire des extractions en fait de données. Hein, c'est un logiciel en fait qui fait passerelle avec tous les autres logiciels. Et donc, les destinataires, donc les assistants techniques et les responsables donc, de secteur reçoivent des alertes sous forme de tableau Excel pour leur indiquer qui n'a pas encore son INS qualifié, qui n'a pas son projet personnalisé. Donc ça, voilà, on a atteint la vitesse de croisière et c'est comme ça que nous fonctionnons aujourd'hui, une fois que ce volume a été résorbé. Au-delà de ça, donc concrètement, les difficultés donc, rencontrées pour qualifier certains INS, ce sont parfois des particularités en fait sur les noms. Par exemple, on a rencontré des difficultés sur les dames divorcées mais qui ont conservé leur nom d'épouse. Donc, il a fallu aller chercher les noms de jeunes filles. Donc là, on a dû rappeler des cartes d'identité hein, pour justement remettre tout ça à jour. Il y a aussi des noms qui sont avec des particularités un peu spéciales dans l'orthographe, avec les traits d'union ou les accents, l'espace, etc. Et puis, sans aucun préjugés, mais voilà, des noms d'origine donc étrangère, avec notamment, un exemple, nous, on a rencontré 2-3 difficultés avec des noms originaires en fait de Madagascar. Pardon? Oui. C'était un micro qui était resté ouvert. Donc voilà un peu les difficultés, c'est l'orthographe, donc les origines des noms qui sont parfois un peu compliquées dans leur orthographe.
Et puis la dernière difficulté, mais celle-là concerne en fait une minorité en fait de nos bénéficiaires, ce sont les particuliers payeurs, en fait des personnes âgées en fait qui n'ont aucune aide sociale et qui financent à 100% en fait leur prise en charge et pour lesquels nous n'avions pas de dossier et donc pas de documents d'identité. Et ceux-là se sont posés des questions à un moment donné lorsque les responsables de secteur les ont contactés pour leur demander en fait leur pièce d'identité. Donc là, il a fallu prendre le temps en fait de leur expliquer, de faire de la pédagogie, de les rassurer aussi sur la protection des données, que nous avons bien un registre, donc un RGPD qui est régulièrement mis à jour et que les pièces sont conservées en respect en fait avec la loi. Donc, il a fallu aussi prendre du temps pour expliquer aussi le pourquoi de l'espace santé, hein, dont certains patients n'avaient pas connaissance, hein. Ils ont reçu tout ce courrier euh, et il y en a qui n'ont pas forcément compris de quoi il s'agissait. Donc, il a fallu expliquer pourquoi nous qualifions les INS, dans quel but, qu'il y avait derrière des projets personnalisés, que nous étions en fait des établissements médico-sociaux, que nous participions au DMP, que le DMP, bah, c'était un dossier aussi partagé avec les professionnels de santé médicaux, paramédicaux, pardon, et que c'était dans leur intérêt, dans l'intérêt en fait de leur prise en charge. Voilà. Merci beaucoup. Côté Biotop, je voyais Rudy Co- qui opinait de la tête sur certaines difficultés énoncées. Nous, la première des difficultés, c'était déjà de sécuriser. Quand je dis sécuriser, c'est de rassurer, hein, de donner confiance aux salariés qui avaient été mandatés notamment pour qualifier ces identités, parce que c'était quelque chose de nouveau, hein, donc qui posait beaucoup de questions sur si c'est mal fait, qu'est-ce qui va se passer, quelle est ma part de responsabilité, etc., hein. Donc ça, c'était une première chose. La deuxième difficulté, c'était justement de réunir sur un même temps les documents nécessaires pour la qualification de l'identité d'un groupe de personnes. Techniquement aussi, là où on a eu, nous, deux cas, deux mêmes cas, c'est sur des personnes où il y a juste un écart sur le lieu de naissance, sur la pièce d'identité. Quand on questionnait l'INS, il était né, je donne des exemples, hein, il était né à Saint-Pierre, alors que sur sa pièce d'identité, par exemple, il était censé être né au Tampon, par exemple. Donc là, c'était une difficulté, des questionnements, justement, des professionnels pour voir qu'est-ce qu'on fait de cette situation. Et ce qui a été décidé en interne, c'est que on a récupéré les identités, mais on les a pas qualifiées en demandant aux personnes, justement, comme disait le premier intervenant, de se rapprocher de l'état civil pour voir où est la cohérence entre les deux informations. Donc, euh, donc voilà, sinon on n'a pas eu de difficultés majeures, je dirais. Après, c'est peut-être dû aussi au nombre de personnes enfin en tout cas d'identité à qualifier, et aussi à la relation de confiance qui était déjà instaurée, je dirais, entre les établissements et les personnes qu'on accueille, parce que la grande majorité sont là depuis un certain temps. Donc, les choses se sont fait de façon assez fluide. Sur quoi vous avez pu vous appuyer pour qualifier les identités nationales de santé? Qu'est-ce qui vous a aidé concrètement dans cette tâche? Ce qui nous a aidés. Je prends. Oui, Madame Lagourgue, qu'est-ce qui vous a aidé? Qu'est-ce qui m'a aidé? C'est mon métier, enfin voilà, mon ancien métier d'infirmière. Donc, voilà, parce que nous avions effectivement donc l'habitude de rédiger les dossiers des patients en fait dans ce sens, avec voilà le numéro de sécurité sociale. Donc après, c'est vrai que nous avons été bien accompagnés dans ce projet par l'ARS et notamment par Madame Marie Xavier,
vraiment à qui je tire mon chapeau parce qu'elle s'est investie à 200% à nos côtés et elle a fait en sorte en fait que ce projet puisse aboutir. Et puis après, c'est vrai qu'il y a eu une entraide entre les 6 structures en fait de la grappe. Voilà, on s'est interrogé un petit peu sur nos process, sur où on en était, et puis on s'encourageait. Et puis il y a le porteur aussi du projet qui est informaticien à la base, mais qui est aussi qui travaille dans une structure médico-sociale en fait comme la nôtre et qui, en tant qu'informaticien, venait régler les petits soucis donc de paramétrage, etc. Parce que c'est vrai que là on parle de l'identification, mais en amont, il y a tout un travail informatique et de paramétrage donc à faire. Donc, à moins d'avoir un informaticien en fait en interne, voilà, ou d'être que la direction soit elle-même vraiment très au point en informatique. Mais vraiment, il faut se faire aider par voilà, un informaticien en fait, de métier parce qu'il y a des paramétrages assez conséquents après, à faire en amont. Côté Biotope, quels Nous, ont été les leviers de réussite pour vous? les leviers de réussite, je reprends un petit peu ce que j'ai dit précédemment, c'est surtout la relation de confiance, notamment les professionnels qui ont été désignés pour valider ces identités. C'est des professionnels qui sont connus depuis pas mal de temps des personnes accueillies et de leurs familles. Donc, quand il y avait des demandes ou voilà, des explications, des informations à passer, etc., les choses se sont faites assez facilement. Donc voilà, et il y a eu une vraie implication aussi de l'ensemble des professionnels en termes de communication, en termes de relais d'informations sur l'intérêt de toutes ces démarches, hein. J'intègre là-dedans tout ce qui est DUI, etc., etc., hein. Donc, globalité un petit peu du projet ESMS, mais c'est vrai que par rapport à l'INS, à proprement dit, le fait que les professionnels qui ont eu cette charge, entre guillemets, cette charge, étaient connus et reconnus des personnes accueillies et des familles. Donc, ça a largement facilité le fait de récupérer des documents, etc., etc. Ok, merci. Je crois que pour finir un petit peu sur ces éléments-là, on est quand même, pour vous rassurer, on est à plus de 98% de taux de qualification des INS au sein des 2 associations. Donc il reste une part vraiment, minime, de cas complexes qui n'ont pas pu être, qualifiés et où, du coup, Gopu vous a montré qu'il y avait des solutions qui existaient, qu'il y avait des ressources aussi que vous pouviez, au sein de la région avec Thésis, avec, la cellule, identito-vigilance vers qui vous pouviez vous tourner. Donc voilà, c'était simplement pour vous remettre ça en perspective et vous annoncer aussi, plus tard qu'il y a d'autres choses qui arrivent, par la suite pour vous accompagner. Madame Lagourgue, vous vouliez ajouter quelque chose? Écoutez, ajouter quelque chose, oui, en fait, nous, on est très, très contents et très satisfaits justement d'avoir participé à l'ESMS numérique. Nous avons même, enfin, je dirais, le privilège de l'expliquer à certains médecins, infirmières, que des établissements comme les nôtres, médico-sociaux existent et que nous participons aussi dans le cadre de la prise en charge en fait, du patient, que nous enrichissons aujourd'hui au fait le DMP, toujours dans l'intérêt donc, du patient. Euh, voilà ce que j'aurais à dire. Bon, la seule frustration de mon équipe, et je crois qu'on en a déjà parlé, c'est que pour le moment, puisqu'on parle du DMP, c'est qu'effectivement, il est enrichi par des projets personnalisés qui sont soigneusement rédigés, mais qu'à l'heure d'aujourd'hui, nous n'avons toujours, nous, pas accès à ce DMP. Voilà, c'est un petit peu le regret et la frustration en fait, de mes équipes qui ont fait un travail considérable et qui aujourd'hui en fait se posent des questions à quand voilà nous aussi l'accès à ce dossier médical pour justement aussi toujours améliorer la qualité de service de nos bénéficiaires.
Gopu, je te Ouais, laisse apporter des moi je perspectives. bien sûr, moi je comprends la frustration, hein, mais il faut savoir que, on parle là de la matrice d'habilitation d'accès au DMP. Bonne nouvelle, on nous avait annoncé en décembre en décembre, on avait dit que c'était fait, que les structures du médico-social pouvaient accéder au DMP et en fait, il se trouve que voilà, il y a eu certains blocages entre-temps, entre la publication de l'arrêté au niveau de l'assurance maladie. Donc le sujet est aux mains de l'assurance maladie. Nous, on a posé la question il y a environ un mois. On attend des retours, moi j'espère vous tenir au courant, très, très rapidement. Faut savoir que le sujet, voilà, il est sur la table et que techniquement, en tout cas, tout est prêt. Voilà, on attend juste, un go de la CNAM au niveau national. Donc, moi je pas à remonter encore, ça c'est un cas parfait voilà, d'établissement qui s'implique dans le DMP et qui souhaiterait aussi s'impliquer et faire un pas de plus, pour le partage de documents et accès. Voilà. On passe maintenant sur les dernières minutes, sur un temps de questions-réponses. Il y a quelques questions qui ont été, partagées, dans l'onglet prévu à cet effet. Notamment, je vais lire la question et Gopu, si tu peux apporter la réponse que tu as déjà rédigée, en fait, dans la discussion. C'était une question de madame Le Garnisson: «Si la personne n'a pas de pièce d'identité, ni de carte vitale, comment est-ce que ça se passe?» Alors OK, donc alors si tu un oubli, donc évidemment, il faut attendre le prochain passage, de l'usager et par contre, si on parle de personne qui n'a ni pièce d'identité ni carte vitale, c'est-à-dire qu'elle n'est pas assurée à l'assurance maladie, elle n'est pas concernée tout simplement par l'INS, par le DMP. Elle a pas de DMP ouvert et du coup, elle est en dehors de ce périmètre. Toujours est-il que, donc elle va avoir une identité qui va rester, provisoire chez vous et évidemment, je préfère le rappeler, il y a pas de il y a continuité des soins. Il n'y aura juste pas partage de documents, pour cet usager-là. Voilà. Je n'ai pas vu arriver d'autres questions. Est-ce que vous avez des questions sur la présentation, d'aujourd'hui? Ou est-ce que vous voulez questionner peut-être, Rudy ou, madame Lagourgue et l'ensemble de ses collaborateurs? N'hésitez pas, ce temps-là est prévu pour. Donc, si vous avez des questions, je vous laisse passer par l'onglet questions-réponses. S'il n'y a pas de questions, vous pouvez aussi réagir avec, un petit pouce en l'air, comme ça, nous, on voit que ça a été clair, de votre côté. Et voilà, c'est le moment où on voit des pouces arriver, donc super, parfait. C'est bon signe. C'est bon. Très bien. Je vais passer du coup aux slides suivantes pour vous donner un petit peu la suite. Dans le cadre de ces webinaires Parlons numérique en santé spécial médico-social, vous avez 3 autres, étapes qui sont prévues. La prochaine, c'est le 19 avril sur, l'identification des professionnels du médico-social au portail ou répertoire partagé des professionnels de santé. Je vais vous remettre du coup le lien dans la conversation pour vous inscrire si ce n'est pas déjà fait, si ça vous intéresse de nous rejoindre sur ce temps de présentation. Et les suivants concerneront la mise en place d'un espace sécurisé pour pouvoir justement partager, échanger des informations sensibles via les services socles du Ségur que sont la messagerie de santé sécurisée et le dossier médical partagé. Il y a certaines choses à mettre en place au niveau technique en amont. C'est un petit peu ce dont on a parlé aujourd'hui. Il y a des choses qui sont à faire et si on n'a pas un professionnel informatique qui est dédié dans sa structure, venez à ce webinaire, ça vous fera gagner du temps. Et enfin, pour le mois de mai, ça sera la présentation de mon espace santé. Quelles sont les fonctionnalités, où en est le déploiement à La Réunion et quelles sont les différentes actions qui sont possibles en structure médico-sociale. Donc, ça sera
présentée par notre coordinatrice régionale des ambassadeurs Mon Espace Santé, Constance Bravet. Voilà au niveau des éléments que j'avais à vous partager aujourd'hui. Peut-être que dans la suite de ce webinaire vraiment spécifique sur l'identité nationale de santé, Gopu, tu peux nous dire un peu les perspectives que tu avais en tête pour la région Réunion, savoir aujourd'hui, chacune des structures a à peu près un petit 2% d'INS qui ne sont pas qualifiés, donc comme Biotop Oui. et le CESAP. Il y a des cas qui sont complexes et qui sont peut-être aussi dus à des spécificités réunionnaises. Je crois savoir que tu as des perspectives pour aider un petit peu l'ensemble des Oui, acteurs sur ouais, l'aide à la qualification. tout à fait. En fait, quand on prend un peu de recul, en termes de taux de qualification INS, la cible, on est plus aux alentours de 90 parce que c'est-à-dire qu'en fait, on sait qu'il y a des usagers qui ne seront pas qualifiables parce que leur pièce d'identité n'est pas à jour, parce qu'au niveau de l'INSEE, ça colle pas, voilà, donc c'est plus le taux cible, c'est plutôt 90 alors là, 98 c'est vraiment, très, très bien. Ceci dit, pour se rapprocher de cette cible de 90 il y a des mises en qualité des bases de données de l'assurance maladie qui ont commencé en juin 2023 et qui vont s'opérer jusqu'à la fin de l'année. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que le temps va passer, là, quand cette année, vous aurez moins en moins de réponses, de type, aucune identité trouvée ou, par exemple, s'il manquait des noms de famille qui étaient mal orthographiés au niveau de la base de l'INSEE et ben, vous en aurez de moins en moins. D'ailleurs, on voit des progrès dans certaines régions. Donc voilà, déjà de ce côté-là, il y aura des améliorations et après, une autre amélioration un peu plus technique qui arrivera l'année prochaine, c'est que la carte vitale, elle va être dématérialisée et elle sera disponible sous une app, la APCV et en fait, ce sera très simple, il suffira de scanner le QR code de cette carte vitale virtuelle et plus besoin de qualifier l'INS puisque en scannant cette carte vitale, ça va directement qualifier l'INS dans votre logiciel. Bon, ce sera pas pour tout de suite, mais voilà, ces dispositifs, existeront et vous permettront d'améliorer la qualité de votre base d'identité. Et mon petit doigt me dit que tu prévoyais de faire un webinaire dédié aussi pour accompagner les structures si jamais. Oui, c'est ça. En fait, on pensait faire avec mon collègue qui est référent audito-vigilance, on pensait faire un événement dédié à la nouveau RNIV, comme je vous ai dit, qui est une version qui va sortir en 2024 et on en profiterait pour faire un webinaire, dédié au recueil, de l'identité des étrangers, spécifique à l'océan Indien avec les spécificités, des pièces d'identité, comoriennes, l'identité des Mahorais, qui peuvent poser problème avant la départementalisation de 2011, aussi à La Réunion avec des anciens codes départements qui peuvent aussi poser problème et aussi avec les cas de l'île Maurice ou comme de Madagascar, comme ça a été cité par madame Lingor. Oui, on envisage plutôt un webinaire en 2e semestre et on ne manquera pas de revenir vers vous quand il sera organisé. OK, parfait, je te remercie. Du coup, on vous transmettra cette présentation pour vous permettre d'accéder à tous les liens que Gopu a insérés à l'intérieur. S'il n'y a pas d'autres questions, je vérifie. Je ne vois pas d'autres questions. Du coup, je vais vous souhaiter une très bonne fin de journée. Remercier une nouvelle fois Monsieur Damour et Madame Lagourgue, Monsieur Maillot, Madame Louise, d'avoir participé à ce temps de retour d'expérience. Merci Gopu pour l'ensemble de ces éléments. Je t'en prie. Et très bonne fin de journée et à bientôt. Vous avez le Merci. lien vers le prochain Ouais. webinaire dans la conversation. N'hésitez pas à vous inscrire. On se retrouve bientôt. Bonne Au revoir. journée. Merci. Bonne Bonne journée. journée. Au Au revoir. revoir. Salut Pauline. Au revoir Rudy. À bientôt. Bon week-end, à bientôt.